On a vu ce qu'était la force de traînée au début du chapitre. Donc, la force de traînée s'oppose au mouvement d'un objet qui a une vitesse dans un fluide. Donc, par exemple, un objet en chute libre qui a une vitesse vers le bas, j'ai une force de traînée qui est à l'opposé de la vitesse vers le haut. C'est sûr que si l'objet va très lentement, mais la force de traînée est pratiquement négligeable. Parce qu'en fait, la force de traînée vient du fait que les molécules d'air frappent sur l'objet en descente. Donc, plus l'objet va vite, plus il y a de molécules d'air qui vont frapper sur l'objet par unité de temps. Donc, on peut s'attendre à ce que la force de traînée augmente avec la vitesse. Il y a plusieurs modèles qui existent. Celui qu'on utilise ici, c'est le modèle qui nous permet d'exprimer la force de traînée comme le carré de la vitesse. Le module de la force de traînée est proportionnel à la vitesse de l'objet au carré. Ça veut dire que si l'objet a une vitesse nulle, je n'ai pas de force de traînée. Plus la vitesse de l'objet augmente, bien, plus la force de traînée va augmenter. Et là, il y a une constante, en fait, il y a plusieurs constantes de proportionnalité. Là. Donc, premièrement, pour bien expliquer les différents coefficients, je vais commencer avec le A. Je peux avoir un objet qui a une certaine section. C'est-à-dire que si je regarde l'objet, c'est un objet qui tombe là, en chute libre. Si je regarde l'objet, donc là, ça c'est mon œil, si je le regarde vers le haut, en fait, moi, ce que je vois, c'est la section de l'objet. Puis dans ce cas-ci, si c'est une sphère, mais la section, c'est pi r carré. J'ai aucune idée que c'est une sphère. Je verrai un objet circulaire tomber. Mais je pourrais prendre, au lieu de prendre une sphère, je pourrais prendre un cylindre de rayon R. Puis j'aurais exactement la même perception. J'aurais la même surface, pi r carré. Puis mais l'objet, il se trouve que l'objet serait vraiment différent. Donc le A, en fait, ce que c'est l'aire de la section de l'objet. Donc, dans mon exemple, si je prends une sphère de rayon R, si je prends un cylindre de rayon R, je vais avoir la même section. Si je pourrais prendre un cube, ou s'il y a un cube qui aurait la même section. C'est pas obligé d'être circulaire nécessairement. Donc, c'est en mètres carrés tout ça. Puis c'est logique que ça soit proportionnel à la force de traînée parce que plus la section est grande, mais plus je vais avoir des molécules d'air qui vont frapper la surface. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre, justement, une sphère puis un cylindre? Ils ont la même section, mais c'est le coefficient de traînée, Cx. Okay, donc, une sphère, la rondeur de la sphère fait en sorte que l'air va passer plus facilement chaque côté, tandis que si je prends une surface qui est plate, donc la base d'un cylindre, la résistance va être plus grande. Donc, je vais avoir un Cx qui est plus grand pour un cylindre et plus faible pour une sphère. Donc, plus l'objet est aérodynamique, plus mon Cx va être faible. Ça, si vous voulez voir, là, dans le tableau 5.2, il y a différentes valeurs. Donc, par exemple, si on regarde la sphère, on a 0,5, contrairement à un cube, qui lui est 0,8. Donc, la force de traînée va être plus grande pour le cube que pour la sphère, pour un même A, pour une même section. La dernière constante, c'est ρf. ρf, en fait, c'est la masse volumique du fluide. Donc, ça aussi, c'est logique que ce soit proportionnel. La masse volumique me donne un indice sur la densité de particules qui vont frapper la section. Donc, plus la masse volumique est élevée, plus j'ai de molécules qui vont frapper la section, donc plus la force de traînée est grande. L'air, par exemple, c'est 1,21 kg par mètre cube. Donc, on peut s'imaginer, si on prend de l'eau maintenant qui est beaucoup plus dense, c'est certain que la force de traînée va être beaucoup plus élevée. Mon objet en chute libre est toujours soumis à la force de gravité. En fait, je dis objet en chute libre, mais si on considère la force de traînée, c'est plus vraiment une chute libre. Donc, l'accélération sera plus égale à 9,8 mètres par seconde carré. Vous allez voir pourquoi. Là. Donc, l'objet est soumis à la gravité. Donc, au départ, si l'objet est immobile, je vais avoir une accélération vers le bas qui, on sait, vaut 9,8 mètres par seconde carré en grandeur. Donc, la vitesse augmente. Si la vitesse augmente, on a vu tantôt que la force de traînée était proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, la force de traînée, elle aussi, va augmenter. Qu'est-ce que ça a comme effet? Bien, ma somme des forces en Y, au départ, est égale à Fg, mais maintenant est plus faible que Fg. Donc, je vais avoir une accélération qui va diminuer. Okay, donc, plus Ft augmente, bien, plus l'accélération va diminuer. Puis, éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'on va aller assez vite pour que la force de traînée soit exactement égale à Fg. À ce moment-là,
Ben, qu'est-ce qui arrive à mon accélération? L'accélération est nulle. Si l'accélération est nulle, hein, première loi de Newton, c'est logique, ben, la somme des forces en Y vaut 0, donc l'objet il est soit immobile, c'est pas le cas ici, ou il est à vitesse constante. C'est ça qu'on a ici. Là. Donc, dans le cas d'un parachutiste, en fait, le parachute ouvre, puis on va atteindre une vitesse limite assez rapidement. Puis cette vitesse-là ne changera plus. Le parachutiste va descendre à vitesse constante jusqu'au sol. Donc, un jour, peut-être en calcul différentiel, vous allez trouver la solution de ce problème-là. Je vous dis en fait ce qui se passe. Si on regarde la vitesse en fonction du temps pour l'objet qui est en chute, bien, au départ, la vitesse augmente linéairement. Je vais faire des pointillés ici, là. Comme si l'objet est en chute libre. Parce qu'on sait que si l'objet est en chute libre et qu'il n'y a pas de résistance de l'air, la vitesse a un comportement linéaire. Hein? Si l'accélération est constante, la vitesse est linéaire. Mais ce qui arrive, c'est que dès que la force de frottement se met à augmenter puis augmenter, bien, on sait qu'à moyen terme, on va atteindre une vitesse qui est la vitesse limite. Donc, je vais atteindre un plateau ici. Ma vitesse va tendre vers la vitesse limite. Au départ, c'est comme une chute libre. Puis entre les deux, bien, on relie ça de cette façon-là. Donc, la vitesse va toujours tendre vers la vitesse limite. Puis cette vitesse limite-là, on peut la calculer. En fait, la situation, là, ici, si on atteint la vitesse limite, c'est que la somme des forces en Y est égale à 0. Donc, je sais que Ft égale à Fg. Donc, la somme des forces en Y vaut 0. Ça me mène à ça. Donc, je vais développer. Ma force de traînée est égale à la force de gravité. Puis, dans cette équation-là, je fais référence, ma vitesse fait référence à la vitesse limite. Donc, V, si j'isole mon V, on retrouve une équation pour calculer la vitesse limite.